pouvoir être avec mes sensations pour sentir quels sont mes besoins et puis une fois que j'ai défini mes besoins, pouvoir remplir mes promesses envers moi-même et puis petit à petit, je vais avoir de plus en plus confiance en moi et puis du coup, je vais pouvoir faire ce travail avec les parties de moi qui aussi me font de plus en plus confiance et je vais pouvoir aller guérir les parties de moi qui ont honte et développer cette estime de moi. Donc ça y est, j'ai l'attachement sécure avec moi-même, il est en chemin, on va dire, et là je vais pouvoir commencer à poser des limites parce que je suis assez safe pour le faire et je vais pouvoir ensuite aller développer cet attachement sécure aussi en relation. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de soucis, je suis ravie de te retrouver comme tous les lundis. Dans cet épisode, on va parler attachement. J'ai eu des questions là-dessus, je mets régulièrement des boîtes à questions sur mon compte Instagram, dans les stories. Et j'ai eu beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on fait pour développer un attachement sécure. Alors j'avais fait plusieurs épisodes déjà sur l'attachement, j'avais fait une série sur l'attachement à plusieurs choses comme le travail, l'argent, et j'ai fait aussi un épisode sur les styles d'attachement, qui est l'épisode 16 vers lequel je te renvoie si tu n'es pas familière avec les styles d'attachement. Dans cet épisode, je vais me concentrer sur comment est-ce qu'on fait pour créer un attachement sécure. L'attachement sécure, comme son nom l'indique, c'est celui qui fait qu'on se sent en sécurité avec les choses, les personnes, avec tout ce avec quoi on est en relation. Et on est en relation plus ou moins avec tout ce qui est autour de nous, que ce soit des personnes ou que ce soit des choses, donc on comprend l'importance d'avoir cet attachement sécure. Notre système nerveux, il est formé par l'attachement. L'attachement, c'est le système nerveux, en fait. Notre système nerveux, il est formé par l'attachement, il est formé par la présence ou l'absence de corégulation au début de notre vie. La corégulation, c'est ce qui se produit quand un adulte qui a un système nerveux régulé vient en connexion avec un enfant, un tout petit bébé. Alors là, je parle de la corégulation au début de la vie, qui forme le système nerveux. On vient en connexion et le petit bébé, l'enfant, peut se réguler, s'auto-réguler grâce à la corégulation avec le parent. Et ensuite, on continue à co-réguler, bien sûr, dans notre vie avec d'autres adultes. C'est typiquement la situation où tu rentres dans une pièce, où tu arrives près de quelqu'un et où tu te sens envahi de calme parce que cette personne, elle est régulée et c'est vraiment ton système nerveux qui emprunte cette régulation au système nerveux de l'autre. La co-régulation, ça va au-delà du soutien. C'est pas du soutien, c'est vraiment quelque chose qui est pas parlé, ok, presque. Et c'est vraiment cette connexion, c'est même pas presque, c'est complètement cette connexion entre deux systèmes nerveux. On peut aussi être dérégulé par le système nerveux de quelqu'un d'autre, mais là, dans ce cas précis, je parle de quand on se régule justement, quand on se co-régule. Or, la plupart d'entre nous, on n'a pas eu cette co-régulation au début de notre vie, ou on l'a pas eu de façon optimale, et du coup, on n'a pas aujourd'hui un attachement, ce qu'on appelle un attachement sécure, dans notre vie et dans notre relation à tout ce qui est, comme je le disais juste avant. Donc comment faire pour le créer, cet attachement sécure? Ce manque dans l'attachement, cette absence de corrégulation au début de notre vie, ça va créer déjà je vais peut-être pas dire une incapacité, mais une bien plus grande difficulté à être avec notre physiologie. Les émotions, les sensations vont être beaucoup plus submergentes quand il n'y a pas eu cette corrégulation au début de notre vie. Et ça va créer aussi ce que certains appellent les blessures profondes. En anglais, on dit core wounds. Ces core wounds, ces blessures profondes, c'est vraiment ces croyances que l'enfant adopte, ces conclusions qu'il tire d'événements importants ou de situations qui se répètent. Ici, c'est vraiment important de faire ce rappel, j'en parle souvent, mais je vais le redire parce que c'est trop important et on le dira jamais assez. Un enfant, il ne peut pas se dire « je suis bon, je suis un bon enfant » dans un environnement mauvais. Il va nécessairement se dire « je suis mauvais dans un bon environnement ». Et on le comprend parce que pour l'enfant il est complètement dépendant de son environnement, ce serait beaucoup trop dangereux, il y aurait beaucoup trop d'enjeux et beaucoup trop de risques à se dire, à réaliser que l'environnement est pas bon, qu'il est pas dans un environnement où on peut répondre à ses besoins, où il est en sécurité, voilà, physiquement, émotionnellement, etc.
Donc l'enfance, c'est ce qu'on appelle le narcissisme primaire, il explique tout en partant de lui. Donc, s'il y a une mauvaise situation, il va se dire, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, c'est forcément que je suis mauvais. Et devenu adulte, la personne, ce qui était cet enfant, mais qui est maintenant une personne adulte, s'est créé un système de croyance sur le soi, sur qui elle est, qui la conduit à toutes sortes de comportements qu'on dit compensatoires, pour gérer la douleur de cette blessure-là. Et ces comportements compensatoires, c'est un peu un bien grand mot, ça en fait c'est nos stratégies d'adaptation. C'est tous ces comportements pour lesquels généralement on se flagelle un peu, pour lesquels notre critique intérieure est pas mal active généralement. La procrastination, l'alimentation émotionnelle, toutes nos addictions, les ruminations, le fait de s'inquiéter excessivement, voilà, tout ce qu'on aimerait changer, mais qui sont des stratégies de survie brillantes et des stratégies d'adaptation qui nous ont permis de rester relativement en sécurité dans un environnement qui était, où il y avait peut-être beaucoup d'adversité. Donc quelques exemples de ces blessures profondes qui peuvent intégrer notre système de croyance. Je ne suis pas assez, grand classique. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis impuissant, impuissante. Quoi qu'il m'arrive dans la vie, je peux rien faire. C'est une grosse croyance aussi, celle-là. Je suis indigne. Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je suis incapable. Ma vie est insignifiante. Je suis une erreur. Je suis une déception. Tout ça, c'est des core wounds, des blessures, des croyances que je vois très 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 souvent dans ma pratique de coaching avec mes clients, avec mes clientes. Pourquoi je parle de ça, de ces croyances en lien avec l'attachement? Parce que ces croyances, elles créent un attachement qui déjà n'est pas sécure avec nous-mêmes. On est en relation avec tout et on est en relation avec nous-mêmes. Et les parties de nous à l'intérieur de nous, elles sont en relation entre elles aussi. Donc c'est bien de commencer par là. Qu'est-ce qu'on veut faire pour créer un attachement sécure à soi-même? Une des premières étapes, ça va être de venir répondre à nos besoins. C'est un petit peu ce travail de reparenting, se reparenter, devenir le protecteur compétent de ces parties plus jeunes de nous et venir répondre à nos besoins. Je l'ai dit plus haut, quand il n'y a pas cette corrégulation tout au début de notre vie, c'est beaucoup plus difficile d'être avec notre physiologie, d'être avec nos sensations, d'être avec nos émotions. Pourquoi? Parce que le système du petit enfant, il n'a pas de capacité d'autorégulation. Et si jamais il n'y avait jamais personne, ou en tout cas pas souvent, pour venir co-réguler avec nous, on monte en activation, l'enfant monte en activation, il n'y a toujours personne pour venir co-réguler et on va en shutdown. Et donc, la physiologie, ce qu'elle fait un petit peu par défaut finalement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une activation, une émotion, une sensation, c'est ces personnes souvent qui ont peur de ressentir, parce que c'est tout de suite c'est submergent, parce que tout de suite la physiologie va en shutdown. Donc c'est pas facile d'être avec ces sensations, d'être avec ce qui se passe en nous quand il y a eu ça, quand on était plus jeune, quand il y a eu cette absence de corrégulation. Et donc, c'est pas nécessairement facile de répondre à nos besoins, tout simplement parce qu'on sait pas ce qu'ils sont, ces besoins. Si je suis jamais avec mes sensations, comment je fais déjà juste pour savoir si j'ai faim ou si j'ai soif? Pour différencier la faim de la soif. Il y a plein de personnes pour qui c'est pas évident ça. Et moi j'étais la première dans cette catégorie-là. Ça peut être pas évident aussi d'aller répondre à nos propres besoins si une de nos réponses de survie c'était le phoning. On se souvient, les réponses de survie, il y a fight, donc le combat, flight, la fuite, freeze, le figement, et il y a cette quatrième réponse qui est le phoning. Le phoning, c'est finalement on essaye de charmer la menace. Okay, donc le phoning, c'est ces enfants qui ont compris très très vite qu'il fallait qu'ils s'assurent que papa et maman aillent bien, alors aillent bien physiquement, mais émotionnellement, surtout la plupart du temps, et donc vont s'assurer que tout le monde aille bien autour d'eux, et donc vont répondre aux besoins de tout le monde. Et souvent, ces enfants-là emmènent ça dans leur vie d'adulte. Et c'est des personnes pour qui c'est très difficile parce que leur système nerveux est littéralement câblé pour répondre aux besoins de l'environnement, aux besoins des autres, avant les leurs. C'est là que des pratiques somatiques douces, elles ont beaucoup d'effets, notamment parce que c'est dans le système, ça. Le système nerveux, il est câblé comme ça. Une personne qui a cette réponse de phoning, elle va se dire... J'aimerais, je sais pas moi, X, Y, Z, des sushis, manger indien, j'en sais rien, sortir avec telle copine, aller faire telle chose, me balader, etc. Et tout de suite, ce qui vient, c'est « Mais est-ce que c'est ok de vouloir ça? Est-ce que je suis sûre que c'est ça que je veux? Et si mon compagnon ou ma compagne voulait faire autre chose? Oh, je sais plus. » Et souvent, il y a cette confusion et c'est assez submergent cet état-là parce que c'est tellement pas familier
d'écouter ses besoins et de dire j'ai besoin de, c'est ça qui me ferait plaisir, que en fait la neuroception elle est celle du danger. C'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là de sentir ce que les autres veulent et faire ça. C'est inné pour eux. Donc il faut s'entraîner à se recabler un petit peu dans l'autre sens. Et c'est ça qu'on va faire en travaillant avec les parties de nous, c'est ça qu'on va faire avec certaines pratiques somatiques. Une petite pratique que je peux partager ici qui paraît toute simple et qui est vraiment très efficace. Quand on est dans le people pleasing, je ne sais pas si j'en avais parlé de cette pratique-là dans l'épisode sur le people pleasing, si tu es dans cette réponse de phoning, si tu te reconnais là-dedans, je vais pas en parler plus que ça dans cet épisode, mais je te renvoie à l'épisode sur le people pleasing. Donc je te renvoie vers cet épisode 19. Il faut s'entraîner. Donc cette pratique, c'est ce qui se passe quand on est dans le people pleasing, c'est que peut-être que tu sens ça, que tu as tendance à aller vers l'avant. On veut s'engager pour répondre aux besoins des autres. Donc ce qu'on va apprendre à faire, c'est qu'on va apprendre à se désengager doucement. Et donc pour ça, on peut venir poser une main sur la poitrine, vraiment doucement. Il ne s'agit pas de se repousser avec violence, mais vraiment super doucement et se repousser comme ça vers l'arrière. Je le fais en même temps que je vous parle, que je te parle. Et on se repousse doucement vers l'arrière. Et là, c'est de sentir dans le corps ce qui se passe. Il peut se passer déjà beaucoup de choses, juste avec ça. Donc voilà. Pour développer un attachement sécure à nous-mêmes, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer à répondre à nos propres besoins. Une autre chose qu'on va faire, c'est renforcer la confiance en soi. Là, je parle vraiment de la confiance en soi. Je parlerai de l'estime de soi après, mais vraiment cette confiance qu'on a envers nous-mêmes, comme je suis une personne de confiance pour moi-même. Et on va faire ça en tenant des petites promesses quotidiennes à soi-même. Nicole Lepera de Holistic Psychologist sur Instagram, elle en parle beaucoup de ça. Et c'est important. C'est vraiment important. Mais c'est pas nécessairement facile. Surtout si tu as la croyance, par exemple, que tu n'es pas digne ou que tu ne mérites pas. Comme ce que je disais pour le phoning avant, où le système nerveux il est câblé pour répondre aux besoins de l'environnement, ici, si j'ai cette croyance que je ne suis pas digne, que je ne mérite pas, le système nerveux il est câblé pour la déception, pour se décevoir soi-même. Je sais avant même de commencer que je vais me décevoir. Et donc ça va être très difficile de tenir ces petites promesses envers soi-même. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment se faciliter les choses. Et on veut aussi titrer. Ça veut dire prendre la chose la plus petite possible. Nicole Lepera, elle parle du verre d'eau le matin. Si je sais que le verre d'eau le matin, c'est une bonne habitude pour moi, et on conseille de boire de l'eau avant le café, etc. Ok, je vais commencer par là. Et puis en plus de ça, je vais me faciliter les choses. On peut faire ça avec le habit stacking, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup quand j'enseigne sur les huiles essentielles. Quand j'ai des nouvelles clientes, des nouveaux clients avec doTERRA, ce que je fais, c'est vraiment les accompagner à commencer à intégrer les huiles dans leur quotidien. Et c'est pas facile de prendre ces nouvelles habitudes. C'est pas nécessairement facile. Donc on parle beaucoup de habit stacking. La science, elle a montré que c'est plus facile d'adopter une nouvelle habitude en l'accolant à une habitude existante. Donc par exemple, si je veux boire mon verre d'eau le matin et je sais que je me fais un café tous les matins, que d'habitude c'est la première chose que je fais, et bien déjà le soir, ce que je vais faire, c'est me mettre une bouteille d'eau avec un verre à côté de la machine à café. Comme ça, hop, en fait, je lie ensemble ces deux habitudes et c'est beaucoup plus facile. Et sentir ce que ça fait. Tiens, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines que je prends mon verre d'eau le matin. Sentir ce que ça fait. Et célébrer, ne pas minimiser. Ça, c'est hyper important quand on veut guérir du trauma, quand on veut réguler son système nerveux, quand on veut créer un attachement sécure. C'est quand on se met en action, faire la plus petite action possible. Donc ici, on minimise dans le sens où on prend le plus petit morceau possible. Et une fois qu'on l'a fait, là, c'est plus du tout le moment de minimiser, c'est le moment de célébrer. Pourquoi ? Parce que le cerveau, quand tu célèbres, il associe ce que tu fais, donc la nouvelle habitude qui est bonne pour toi, à quelque chose de positif. Il y associe une charge émotionnelle positive. Et ça vient du coup se loger dans la mémoire implicite. C'est pas le sujet du jour, donc je vais pas aller là-dedans. Mais ça fait que l'habitude, elle va tenir sur le long terme. Parce que ça y est, dans notre système, elle est associée positivement. Je vais te donner des exemples personnels ici qui ont été durs pour moi et où j'ai dû vraiment renforcer la confiance envers moi-même et qui m'ont servi à renforcer la confiance envers moi-même. Ça a été, une des choses, ça a été d'être de plus en plus avec moi-même.
Ça, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. J'avais toujours besoin d'être avec des personnes, entourée, tout le temps, tout le temps. Mais je savais que aussi que si je voulais avancer sur mon chemin de guérison et concrètement, bah voilà, travailler avec les parties de moi, faire des pratiques somatiques, c'est des moments où j'ai besoin d'être seule. Donc j'avais besoin de développer cette capacité à être avec moi-même, à juste. Et donc j'ai commencé par les marches. Je l'ai souvent raconté, ça, que j'ai commencé par aller marcher. Au début, il fallait que j'appelle quelqu'un. Après, je suis passée sur un podcast. Après, je suis passée avec de la musique. Et après, je suis passée à juste marcher et être avec moi-même. Et je me suis vraiment célébrée à chaque fois. À chaque fois, je me suis dit, ok, magnifique, t'as réussi à marcher 5 minutes sans le podcast dans les oreilles. Super. Après, t'as réussi à marcher 5 minutes même sans musique dans les oreilles. Et maintenant, je peux aller marcher une demi-heure et j'apprécie, j'adore. Mais c'est parce que j'ai vraiment fait ce travail. Et quand je parle de ça, je l'ai fait, mais un truc comme sur 2 ans. Enfin, ça a été vraiment très long. Parce que être seule avec moi-même, c'était super dur. C'était hyper submergent pour mon système. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça a été me reposer. Moi, j'avais la croyance que je ne mérite pas de vivre si je ne travaille pas dur. Donc se reposer, c'était hyper activant pour moi. Et en plus, il y avait cette hyper vigilance aussi qui me venait de voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc me reposer est une autre chose. Et ça, c'est pareil. J'ai vraiment commencé mais minuscule. Mais et quand je dis minuscule, c'est minuscule. Hein. C'était quand je me sentais fatiguée de poser les mains sur mes yeux pendant 15 secondes et de m'arrêter pendant 15 secondes. Et au début, c'est tout ce que je pouvais faire. Il n'était même pas question je rigole encore en y repensant, mais il était même pas question, c'était lunaire pour moi de penser d'aller faire, je sais pas, 10 minutes de pause ou 20 minutes de power nap. C'était impossible. C'était impossible. Aujourd'hui, ça m'arrive, après le déjeuner, de me poser une demi-heure, de me laisser digérer, voilà, avant de reprendre le travail. Mais il y a quelques années, c'était impensable. Donc on y va vraiment doucement. Une autre chose pour moi, je pense que c'est une grande... je vais le donner cet exemple parce que je pense que c'est un gros morceau pour pas mal d'entre nous. Réduire le sucre. Ça a été hyper dur parce que j'avais cette croyance que je mérite pas de vivre si je travaille dur. Et j'avais aussi une autre croyance, mais qui n'était pas qu'une croyance, parce que puisque je m'épuisais, effectivement, j'ai été épuisée. J'avais peur de ne pas avoir assez d'énergie pour faire tout ce que je voulais faire. Donc j'allais chercher le sucre pour pouvoir aller avoir l'énergie. Donc ça aussi. Et quand je dis petit, ça a été vraiment de dire, ok, je mange du chocolat noir 75%, je vais passer au 80%. Et ça va être ma façon de réduire le sucre pour le moment. Et je te prie de me croire quand je dis que ma critique intérieure, elle a été active vraiment à plein de moments sur celui-là. Mais c'est pas grave. J'ai continué. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est un pas qui est minuscule, véritablement, mais c'est quand même un pas. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, j'ai vraiment, vraiment réduit le sucre. Donc prendre une toute petite action et y associer une grosse célébration. Une troisième chose aussi qu'on veut faire, c'est réguler notre système nerveux. Celle-là, tu t'y attendais. Je l'ai dit, l'attachement, c'est le système nerveux. Ou le système nerveux, c'est l'attachement. Le système nerveux, il est câblé, formé par l'attachement qu'on a dans les premiers mois, les premières années de notre vie. Donc réguler son système nerveux. Sur celui-là, je vais te renvoyer à l'épisode 47 du podcast sur le langage du système nerveux où je parle vraiment de ces étapes et de ces gros blocs dont on a besoin pour réguler son système nerveux. On a l'éducation, les connaissances, les concepts. On a écouté sa physiologie, suivre ses impulsions, les pratiques somatiques. Je te renvoie vraiment à cet épisode-là sur le langage du système nerveux, épisode 47 de Pas de soucis. Mon quatrième point ici, ça va être cette fois l'estime de soi. J'ai parlé de la confiance en soi, maintenant je vais parler de l'estime de soi. Et ce quatrième point, c'est guérir la honte. Guérir la honte pour développer l'estime de soi. Une des conséquences du trauma, c'est la honte, qui vient à l'origine de la perturbation de la relation d'attachement avec nos parents. C'est ce narcissisme primaire dont je parlais tout à l'heure. Si les parents sont pas très disponibles ou jamais disponibles, ou s'ils sont très critiques de l'enfant, si c'est des parents pour qui c'est jamais assez par exemple, ou même des choses plus innocentes j'ai envie de dire, mais par exemple des promesses qui sont faites et qui sont jamais tenues. Oh, ce week-end on fera ça, et puis en fait il y a toujours quelque chose. Encore une fois ici, c'est pas grave si c'est une fois, c'est pas grave si c'est 2 fois, il faut que l'enfant il développe aussi une résilience face à la frustration. Là je parle vraiment de quelque chose qui est à répétition, hein, on est d'accord. L'enfant se dit que c'est lui qui fait mal.
c'est ce narcissisme primaire, hein, où il explique le monde autour de lui à travers lui. Et où on a les croyances qui en découlent. Ici, si je prends l'exemple du parent qui est très critique ou qui n'est pas très disponible ou pour qui c'est jamais assez, les croyances qui peuvent se développer, ça peut être « je suis pas digne d'être aimé »,« je suis un échec »,« je suis une déception ». Ça peut être ce type de croyances de core wounds, de blessures. Ici, je vais donner l'exemple d'une cliente que j'avais en coaching, donc je généralise un peu l'exemple. Hein. Quand elle était petite, ses parents, ils voulaient pas de diffusion en public. Et elle se souvenait de ça. Et ça a émergé quand on a commencé à travailler avec une partie d'elle qui avait honte. Donc on a travaillé avec une partie qui avait honte. Donc à ce moment-là, elle s'est souvenue d'un épisode, quand elle était petite, qui était un épisode qu'elle avait vécu plusieurs fois. C'est un épisode où elle était repoussée quand elle montrait des signes d'affection, en public, mais aussi en fait à la maison, parce qu'il fallait se tenir. Donc la croyance que cette partie d'elle avait adoptée, c'était « je suis inadéquate, je suis inappropriée ». Et une autre croyance qui avait découlé de ça, c'est « je dois pas me montrer ». Et là, ce qui se jouait, c'est que ça se jouait dans son activité qu'elle était en train de développer, dans son business, où elle avait du mal à partager sur les réseaux, elle avait du mal à se montrer vulnérable, parce qu'il y avait cette croyance qui avait adopté cette partie d'elle de « il faut respecter les codes, il faut pas montrer ses faiblesses, il faut pas se montrer tout court ». Et ça, c'était la croyance qu'a adoptée la petite fille en elle, cette partie d'elle si jeune, à qui on a dit « pas d'effusion en public ». Donc ça, c'était juste une illustration pour montrer comme le trauma dans l'attachement, très tôt, il peut venir affecter l'estime de soi. Ensuite, maintenant, si je veux parler de comment est-ce qu'on reconstruit finalement de cette estime de soi, il faut que je parle de la définition de l'estime de soi. Parce qu'il y a la plupart des personnes, je pense, confondent l'estime de soi vraie, véritable, authentique, je vais l'appeler comme ça, avec l'arrogance et avec une image positive de soi, mais un peu superficielle. Il y a tout ça qui est mis dans le même panier. Gabor Maté, dans son livre Scattered Minds, qui parle du TDAH, il l'exprime très bien. Il dit « En aucun cas, une image de soi superficiellement positive et une véritable estime de soi ne sont nécessairement identiques. Dans certains cas, elles ne sont même pas compatibles. Les personnes qui ont une vision grandiose et exagérée d'elles-mêmes, au niveau conscient, manquent d'une véritable estime de soi au cœur de leur psyché. Leur auto-évaluation flatteuse et exagérée est une défense contre une dévalorisation profonde. Le workaholic, donc la personne qui travaille tout le temps, qui réussit professionnellement, souffre d'une faible estime d'elle-même, quelle que soit l'image consciente qu'elle a d'elle-même. » Donc ce qu'il nous dit, c'est que cette image positive qu'on a de nous-mêmes, un peu gonflée comme ça, qui peut être apparentée à de l'arrogance, c'est très différent de la véritable estime de soi. Gabor Maté, il distingue aussi l'estime de soi basée sur la réussite, qui est appelée l'estime de soi contingente, et l'estime de soi acquise. Cette première estime de soi, donc la contingente, elle dépend de notre réussite et elle dit « je suis un être humain digne parce que je peux faire telle ou telle chose ». Ça, c'est ce que ça vient de nous dire. L'estime de soi authentique, elle dit « je suis un être humain digne, que je sois capable ou non de faire telle ou telle chose ». Je continue avec ce qu'il dit sur le sujet Gabor Maté. Je te lis un petit extrait de ce qu'il dit par la suite. L'estime de soi contingente évalue. La véritable estime de soi accepte. L'estime de soi contingente est inconstante. Elle monte et descend en fonction de la capacité de chacun à produire tel ou tel résultat. La véritable estime de soi est inébranlable. Elle n'est pas sujette à ce genre d'oscillation. L'estime de soi contingente accorde une grande importance à ce que les autres pensent. La véritable estime de soi est indépendante de l'opinion des autres. La véritable estime de soi considère qui l'on est. L'estime de soi contingente ne voit que ce que l'on fait. Moi, quand j'ai lu ces passages, je peux te dire que je me suis dit ça fait pas très longtemps que je suis dans la véritable estime de moi. Cette distinction, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que je vois énormément de personnes que j'accompagne. Quand on travaille avec les parties d'elles qui portent toute cette honte, je les vois qui refusent d'aller vers l'estime de soi. Et pourquoi ? Parce qu'il y a tous ces conditionnements. C'est pas bien de se vanter, j'aime pas quand on me fait des compliments, c'est impossible pour moi de dire que je suis fière de moi.
Et ça, c'est là souvent depuis très très tôt. Qui n'a pas reçu le message de tu dois avoir des bonnes notes à l'école, mais tu dois surtout pas t'en vanter? Moi, c'est l'histoire de ma scolarité, ça. Donc c'est en nous très tôt, ça. Or, l'estime de soi et cette fierté saine, on parle pas d'arrogance ici, cette fierté saine, c'est l'antidote à la honte. Et ça, tu peux le sentir dans le corps. C'est une pratique qu'on fait, ça, une pratique somatique qu'on fait pour travailler avec la honte. Si tu fais cette pratique d'adopter la posture de la honte, qu'est-ce que tu ferais? Si t'es au volant et que tu conduis, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu ferais si tu adoptais la posture de la honte? Moi, je sens mes épaules qui tombent, j'ai envie de baisser la tête, j'ai envie de disparaître dans un trou de souris, qu'on me voit plus. Voilà, je sens que je me fais toute petite. Et si maintenant je te demande d'en sortir, c'est quoi le contraire de cette posture? Moi, si on me parle du contraire de cette posture, je sens mes épaules au contraire qui se relèvent, je sens ma poitrine se gonfler peut-être un petit peu, c'est une posture de fierté. Et donc c'est ça qu'on veut cultiver. Quand on sait qu'on a des parties de nous qui sont très présentes, qui portent énormément de honte, ce qu'on veut venir cultiver très doucement, toujours lentement et dans la douceur, mais c'est l'inverse. C'est commencer à reconnaître que oui, là j'ai bien fait, oui, j'ai assuré pendant cette présentation ou pendant je sais pas quel événement. C'était super. Si c'est trop difficile, t'as pas besoin de te lancer 1000 fleurs au début, mais juste déjà cette reconnaissance de j'ai bien fait, ou j'ai bien réagi, ou j'ai bien répondu, ou je me suis bien comportée. Et là, quand je dis bien ici, ça veut dire j'ai répondu ou je me suis comportée de la façon dont j'aurais aimé, dont la meilleure version de moi se comporterait, et c'est comme ça que je me suis comportée, et du coup, je peux avoir cette fierté saine. Et je suis satisfaite, et je me sens en sécurité avec la façon dont j'interagis avec le monde. Dans l'attachement que j'ai à moi-même à ce moment-là, et puis aux autres, aux choses qui étaient en relation avec moi, dans ce moment où j'ai bien réagi, bien répondu, etc. Et ici commence petit, parce que la honte, ça peut être une émotion qui est très submergente. Donc, si tu sais pas du tout par où commencer, ça peut être parler à quelqu'un de confiance, par exemple, et lui demander ce qu'il ou elle voit chez toi. Ça peut aider, ça, à commencer quelque part. Ça peut être faire un test, alors peut-être que tu t'attendais pas à ce que je te dise ça, mais un test, des tests de personnalité, il y en a plein qui sont un peu nuls, mais il y en a un qui est pas mal, qui s'appelle le Clifton Strength. Et celui-là, c'est un test qui est assez long, je crois qu'il y a 40 questions, un truc comme ça, je l'avais fait à un moment. Et c'est 5 forces qui ressortent de ce test. Et c'est hyper pertinent. Vraiment, vraiment hyper pertinent. Commencez quelque part. Commence quelque part pour cultiver l'estime de soi, mais la vraie, pas la contingente, l'authentique. Et ça, c'est un énorme morceau du travail profond qu'on fait dans Arise sur les croyances avec Psyche, avec les parties de nous qui portent de la honte, avec le corps, de vraiment venir intégrer à ce niveau le plus profond du système nerveux de l'attachement autre chose, un autre paradigme, qui n'est pas celui de la honte et de je veux me cacher et de je veux me faire petit. Si c'est ça que la personne a besoin de travailler et porte depuis souvent très très longtemps. Et honnêtement, la plupart d'entre nous portent ça. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire pour créer cet attachement sécure, c'est poser des limites. Et c'est plus facile une fois qu'on sait à peu près, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais qu'on répond à nos besoins et qu'on a développé plus d'estime de nous-mêmes. C'est déjà plus facile de dire « Ok, ça, c'est moi et ça, c'est toi. » Ici, on vient toucher l'attachement sécure à soi et aux autres, déjà, avec le fait de poser des limites. Et ça, c'est hyper puissant, parce que si toutes les parties de moi savent que je fais respecter mon territoire, elles vont être plus détendues, elles vont laisser les autres s'approcher davantage, elles vont me laisser être plus souple dans mes relations, dans mes activités. Donc c'est vraiment super important. Au contraire, si j'ai pas mes limites en place, que je dépasse tout le temps mon niveau de fatigue, ça c'était moi, que je fais passer les besoins des autres avant les miens systématiquement, que j'avais dit que je voulais du temps seul et finalement je dis jamais non aux sollicitations, aux invitations. Tout mon système il est crispé à l'intérieur et qu'est-ce qui va driver le système en termes de partie de moi? C'est mes pompiers, mes managers. Ici, si tu sais pas de quoi je parle, je te renvoie à l'épisode 26 sur les parties de soi et à l'épisode 19 sur le people pleasing.
Ce que tu as besoin de retenir ici, c'est que ça va être quelque chose de beaucoup plus crispé. Or, ce qu'on veut pour réguler notre système nerveux, c'est lui faire retrouver sa souplesse. Et on peut avoir beaucoup plus de souplesse si on a nos limites en place. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif ça, hein, mais les limites, c'est quelque chose de souple. Des exemples personnels ici pour illustrer. Un exemple de limite que j'ai dû poser avec moi-même. J'ai dû poser des limites et au début, j'ai dû poser des limites assez sévères avec le travail envers moi-même parce que vraiment j'avais décidé que ça devait changer et que j'avais déjà sacrifié une relation sur l'autel de mon travail et que je voulais pas faire la même chose avec la personne qui est maintenant mon mari. Donc je pense que ça a marché, mais je voyais que ça recommençait à un moment. Et donc là, j'ai eu un gros wake-up call, on va dire, prise de conscience où j'ai dit c'est pas ok et on va faire autrement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et il y a plein de fois où ces limites assez sévères que je m'étais posées, j'ai dû revenir un petit peu en arrière et prendre des morceaux beaucoup plus petits. Mais j'ai continué avec confiance, avec beaucoup d'intention, avec beaucoup d'engagement. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore parfait. Mais il y a une harmonie qui est beaucoup plus là, en tout cas. Un exemple de limite que j'ai posé avec les autres, un exemple de limite dans le timing, c'est d'arrêter de répondre tout de suite. J'ai pris cet exemple-là parce que je pense qu'on est pas mal à être là-dedans. Répondre tout de suite aux messages, aux emails. Moi, maintenant, je réponds plus tout de suite si c'est pas une priorité. Et maintenant, les gens savent que je suis celle qui répond pas forcément tout de suite. Et c'est ok, en fait. Et c'est devenu ok pour eux. Donc ça, c'est des exemples de limites qu'on peut poser et qui vont venir vraiment amener de la sécurité dans l'attachement aussi avec nous-mêmes, avec nos parties de nous à l'intérieur et avec les autres. Parce que ça paraît tellement terrifiant au début de poser des limites, mais en fait, c'est aussi source de beaucoup de sécurité. Parce qu'une fois qu'on a posé nos limites dans les relations, devine quoi, les autres, ils savent à quoi s'attendre et c'est aussi beaucoup plus facile pour eux, en fait. Mais je sais que c'est pas simple. C'est pas pour rien que dans Arise, il y a tout un module sur les limites. Voilà, quand on est dans le phoning, quand on a été dans l'hypervigilance, c'est pas facile. Donc on le prend petit bout par petit bout. Quelque chose qui va aider en relation aussi en termes d'attachement, c'est peut-être de communiquer de façon plus efficace. Alors, tout ce qui est communication non violente, CNV, tout ça, c'est pas du tout ma spécialité, tout ça, mais là, je vais plutôt parler de vulnérabilité, de la façon dont on exprime les choses. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai vraiment commencé à prêter attention dans mon vocabulaire, de toujours dire « je ressens ». Ça me fait me sentir comme ça. Et c'est intéressant quand on s'entraîne, maintenant, moi, je m'attrape beaucoup. Si je veux aller dans le « tu as fait ça » ou « tu as dit ça » ou « tu me fais me sentir comme ça », ou je reformule. Et ça, c'est plus facile si on a nos limites en place, d'avoir cette vulnérabilité. Parce que c'est pas facile. Pourquoi souvent on a du mal à dire ce que je ressens, c'est ça? Parce que ça implique d'être vulnérable, en fait. Et c'est beaucoup plus facile de laisser la place à cette partie de nous qui est en colère et d'aller dans quelque chose d'accusatoire. Ça demande énormément de vulnérabilité. Or, si on n'est pas safe dans notre attachement, si on ne se sent pas en sécurité dans l'attachement, être vulnérable, c'est pas accessible. Donc c'est pour ça que je parle de ces étapes qui sont pas nécessairement chronologiques, mais dans cet ordre-là, parce que je pense que c'est plus facile d'être vulnérable quand j'ai mes limites en place. Et quand je sais très bien où est-ce que moi je commence, où est-ce que l'autre commence, où est-ce que moi je termine, où est-ce que l'autre termine. Jusqu'où je peux m'approcher, jusqu'où je vais laisser approcher les autres aussi. Et de savoir où et comment je peux me mouvoir et avec qui. Et puis ce que je donnerais comme 7e et dernier gros bloc ici pour développer un attachement sécure, ça va être d'aller développer un attachement sécure déjà dans une relation. Pourquoi? Parce que ça va infuser toutes les autres. Et pourquoi développer un attachement sécure dans une relation, ça va infuser toutes les autres? Parce que maintenant, t'as une comparaison. Et t'as pas juste une comparaison dans la tête, t'as une comparaison dans le ressenti. Moi, j'ai vraiment senti ça. Quand j'ai commencé à avoir des amitiés qui étaient vraiment safe et plus alignées avec qui j'étais en train de devenir, il y a plein de choses que j'ai vues dans des relations précédentes que j'avais plus envie de nourrir. Parce que je me sentais différente quand j'avais été avec X ou quand j'avais été avec Y. Et ce ressenti que j'avais dans mon corps, c'est ça qui a commencé à déterminer avec qui j'avais envie de passer mon temps. Et c'est ça qui m'a permis de développer des nouveaux standards aussi. De dire ok,
Moi maintenant dans mes relations, je peux faire confiance à la personne parce qu'elle me l'a montré et démontré. Je peux dire que je suis pas disponible émotionnellement sans qu'elle le prenne mal. Je peux parler du pro, du perso, de spiritualité, de la pluie et du beau temps, de absolument tout, et avoir toujours son écoute inconditionnelle, sans jugement, et vraiment attentive, intéressée. Je sais que cette personne, elle est là inconditionnellement pour moi quand elle peut. Et que sinon, elle aussi, elle va poser sa limite, et moi, je suis super à l'aise avec ça. Je vais pas le prendre personnellement. Mais comment j'ai pu développer ça et me dire, maintenant, c'est ça que je veux dans mes relations, et avoir un attachement qui soit suffisamment sécure à moi-même et aux autres pour pouvoir poser ça, parce que je le sentais dans le corps. Et peut-être si t'as remarqué, quand j'ai parlé de mes nouveaux standards, je disais toujours elle, parce que j'ai mon amie Anaïs en tête quand je raconte ça. Parce que c'est avec elle que j'ai commencé à sentir cette différence au début. Je me souviens, j'ai passé 2-3 jours à Lyon, et j'avais vu Anaïs, et je me dis, mais c'est tellement différent la façon dont je me sens après l'être vue, et ça a continué à infuser pendant plusieurs jours après. Je me suis dit, mais c'est comme ça que je veux me sentir en fait quand je suis en relation, en interaction avec des personnes. Et d'un coup, ça y est, j'avais cette expérience vraiment dans le corps. Donc je pouvais dire, ok, qu'est-ce que j'ai dans ma relation avec Anaïs? Il y a ça, 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 ça. Ok, c'est ça que je veux dans mes relations à partir de maintenant. Mais pour ça, tu le vois ici, je parle de le ressentir dans le corps. Et donc pour ça, il faut avoir les blocs d'avant en place. C'est-à-dire pouvoir être avec mes sensations pour sentir quels sont mes besoins. Et puis une fois que j'ai défini mes besoins, pouvoir remplir mes promesses envers moi-même. Et puis petit à petit, je vais avoir de plus en plus confiance en moi. Et puis du coup, je vais pouvoir faire ce travail avec les parties de moi qui aussi me font de plus en plus confiance. Et je vais pouvoir aller guérir les parties de moi qui ont honte et développer cette estime de moi. Donc ça y est, j'ai l'attachement sécure avec moi-même, il est en chemin, on va dire. Et là, je vais pouvoir commencer à poser des limites parce que je suis assez safe pour le faire. Et je vais pouvoir ensuite aller développer cet attachement sécure aussi en relation. Donc tu vois qu'il y a une vraie progression ici et qu'on passe toujours par le corps. Tout commence et termine et se passe dans notre système nerveux à ce niveau-là, qui est le niveau le plus profond, encore une fois, parce que l'attachement, c'est le système nerveux et le système nerveux, c'est l'attachement. Voilà pour ce sujet de l'attachement et de comment former un attachement sécure. Une petite annonce en parlant d'Anaïs. Elle organise un sommet sur l'entrepreneuriat durable. Donc si tu es entrepreneur ou que tu es aspirante entrepreneur, je te conseille de participer à ce sommet. Il y a plein d'entrepreneurs super. Le sommet il aura lieu le 8 mars. C'est complètement gratuit. Je mettrai le lien dans les show notes de l'épisode. Donc voilà, si tu veux participer à ce sommet. Moi, je serai en live dans le sommet le mercredi 8 mars. Du coup, le sommet commence le 6, et se termine le 12. Moi, je serai en live le 8 mars à 14h sur le thème trauma et entrepreneuriat. Pourquoi la régulation du système nerveux est la fondation d'une activité prospère. Voilà pour cette petite annonce. Je te remercie infiniment pour ton écoute, comme toutes les semaines, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.